Certains m'ont traité de menteur, comme d'habitude, de mythomane, etc. Bien entendu qu'aujourd'hui, force est de constater que tout ce que j'ai dit se vérifie. Et c'est pas encore fini, parce que le pire arrive. Le pire est devant vous. Ce monsieur n'est qu'un mythomane. C'est un mythomane qui ne vaut rien et qui ne pèse rien du tout. Les gens sont venus me dire, et lui-même, hein, sachant qui il est venu auprès de vous, c'est dire qu'il s'est fait rappeler Josué, que sais-je encore, Jésus, etc. Je ne sais pas, mais vous voyez bien que c'est un mythomane qui est en face de vous. Vous voyez que tout ce qu'il fait, c'est ce que j'avais prédit. Et je peux encore prédire, je vais encore prédire et vous allez voir que c'est ce qui va se vérifier. C'est très grave la situation que nous vivons actuellement dans notre pays, c'est déplorable, c'est vraiment déplorable. Voilà quelqu'un qui, soi-disant, gouverne un pays depuis le 17 mai, il est hors du pays. Et combien coûte un voyage présidentiel? Monsieur est en vendredi. Donc voilà, c'est un jouisseur, c'est simplement un jouisseur, c'est ça. Nous sommes réduits à avoir ce genre de personne à la tête du pays, un jouisseur. Il ne fait que ça. Depuis le 17, il est dehors. Alors qu'il y a des dossiers brûlants. Il y a l'affaire de Line Bagné. Monsieur est dehors. Il ne va pas rentrer avant le 31. Donc il est en train de s'amuser. Il en vadrouille. Il dilapide votre argent. Avec tous les problèmes que nous avons. Donc... oui, je l'ai dit, les gens n'ont pas voulu m'écouter, mais la vérité était tue. Aujourd'hui, ils se rendent compte que tout ce que j'ai prédit sur ce mythomane, c'est ce qui se vérifie. Ce n'est qu'un pauvre petit mythomane. C'est quelqu'un qui s'invente des vies. Je vous ai dit, si vous ne connaissez pas c'est quoi s'inventer des vies, voilà un homme qui s'invente des vies. Il s'invente totalement des vies. Il s'invente des vies. Ça, c'est ce qu'on appelle s'inventer des vies. Il n'est pas ce qu'il est. Il n'est pas ce qu'il prétend et il n'est pas ce qu'il prétend être. Il n'est pas ce qu'il vous dit être. Il est en train de s'inventer des vies. Beaucoup, quand j'ai attiré l'attention, se sont dit qu'ils ont trouvé Jésus, le représentant de Jésus sur terre. Ils ont même comparé. Ils sont allés dire qu'il lui-même, il s'est fait appeler Josué. Un mythomane qui passe son temps à manipuler la population. Et comme les Gabonais sont ceux qui sont, bon pas tous bien entendu, il y en a parmi vous, je salue tous ceux qui ont compris la super chérie depuis le début. Donc voilà, c'est pas tous les Gabonais, je ne me permettrai pas d'insulter les gens, d'insulter tous les Gabonais, mais vous avez vu ce qui s'est passé. Et je vous ai dit que ça va être encore beaucoup plus difficile après l'élection. Le pays n'a pas d'argent. Nous sommes dans une situation assez difficile, une situation inédite. On n'a jamais vécu ça. Mais force est de constater que cet homme va mettre... Ali avait mis le Gabon par terre, mais lui va carrément le mettre au sous-sol. Parce qu'il ne vaut rien. Je vous ai dit, il ne vaut rien. C'est un quasi-lettré. Je ne sais même pas, c'est l'armée qui a annulé tout ce qu'il a fait. Il a été poussé depuis son enfance, il n'a fait qu'être poussé. Il a profité de la situation des gens de Ngoni. Et je connais même quelqu'un de Ngoni, d'ailleurs, je ne vais pas citer son nom. Il me dit, c'est Oligui le président, j'ai dit oui. Il me dit, même je ne vais pas répéter l'injure qu'il avait proférée. Il dit, même celui-là aussi peut diriger un pays. Quelqu'un de Ngoni, hein, qui connaît très 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 bien votre fameux président. Donc, vous avez compris. Vous avez compris ce qu'on vous dit depuis longtemps. Ce n'est qu'un mythomane, manipulateur, comme jamais. Il passe tout son temps à mentir. Il passe tout son temps à mentir. Je ne savais même pas qu'il y avait quelqu'un sur terre qui pouvait être pire qu'Ali Bongo. Je ne savais pas. On avait dit qu'on a cru, moi j'ai cru qu'Ali Bongo c'était le paroxysme. Mais là on a quelqu'un qui fait pire qu'Ali Bongo. Malheureusement, les Gabonais sont toujours dans la distraction. Les Gabonais se laissent distraire par des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils se laissent distraire par des choses qu'ils voient pourtant, par ces perfides trompeurs. Je crois savoir, j'ai été alerté qu'il est à Paris parce que Anouchka aurait accouché. Je n'ai pas l'information. Donc, Anouchka aurait accouché.
Tant et si bien que si c'est chef d'État, vous avez déjà vu Madame Trump aller accoucher en France, vous avez vu la femme d'un président français aller accoucher en Belgique, en Chine ou je ne sais où. C'est quoi ce délire? On n'a plus des hôpitaux au Gabon. Je puis dire qu'il est en France parce qu'Anouchka aurait accouché. Mais je suis plus que stupéfait. Et je me dis, ben, est-ce que le Gabon n'a pas d'hôpitaux pour qu'elle puisse accoucher là-bas? Et je pense même que vous avez même des cliniques, vous avez tout. On arrive au point où la femme d'un président vient en France pour accoucher. Nous sommes arrivés à ce point-là. C'est dommage. Les gens, je vous ai alerté depuis le début. J'ai dit, faites attention à ce monsieur. Ce monsieur n'est qu'un mythomane manipulateur. On m'a dit, oh non, tu es jaloux, haineux, aigri. Mais écrivez-le encore, je veux que vous l'écrivez. C'est pas la peine de rester silencieux. À un moment donné, il faut continuer sur votre lancée. Dites, on m'a traité de tout, jaloux, haineux, aigri, et que sais-je encore. Qu'est-ce que je n'ai pas suivi? Et heureusement que chez quelqu'un, je ne me déroute pas lorsque je sais ce que j'ai à faire, ou lorsque je sais ce que je fais, ou lorsque je... Pire encore, lorsque je connais quelqu'un, comme c'est le cas. Donc, je vous ai alerté, c'est les gens qui n'ont pas voulu écouter. Et puis, voilà. Bon, je vais commencer mon propos, je vais pas vous garder longtemps, parce qu'on a peut-être 2 heures environ. Et puis après, je vais vous laisser, je vais laisser certaines personnes prendre la parole si elles veulent. Je ne vais pas monopoliser la parole pendant longtemps. En fait, j'ai tenu à faire ce live pour parler de l'affaire de Lune Banni. Lune Banni, vous savez, on a tous vécu cette douche froide. Mais il y a quand même des indices qui indiquent que Lune Banni a été cédé volontairement. Je pèse bien mes mots. Lune Banni a été cédé volontairement. Et pourquoi? Parce que je ne vais pas rester là, je vais quand même... Il y a des indices qui prouvent que ce truc a été orchestré. D'abord, sachez, pour ceux qui ne connaissent pas, que lorsque Oligui a pris le pouvoir, même pas avant qu'Oligui ne prenne le pouvoir, il y a des discussions et des rencontres qui se sont faites en Guinée équatoriale. Il faut le savoir. Avant qu'il ne prenne le pouvoir, son vrai faux coup d'État, il y a eu des discussions. Il y a eu des rencontres qui se sont faites en Guinée équatoriale. Et donc, nous pouvons qualifier la Guinée équatoriale comme étant la base arrière, la base logistique du vrai faux coup d'État d'Oligui. Donc, pour cela, déjà, il y avait certainement une contrepartie. Et vous n'êtes pas sans ignorer que Obiangema a œuvré, fait partie des gens qui ont œuvré pour qu'Oligui prenne le pouvoir au Gabon. Et ensuite, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Obiangema a œuvré pour qu'Oligui Nguema soit au pouvoir. Pour que Clotaire Oligui Nguema soit au pouvoir. Obiangema a œuvré. Donc, il y a eu une puissance, il y a eu un pays étranger. Il y a eu des pays étrangers. Parmi ces pays, il y a eu la Guinée équatoriale. Ce qui fait que eux, pas moi, ils sont redevables à cette Guinée équatoriale. Ça ne trompe personne. Je vous dis encore une fois, Lune Banni a été cédée. Je pèse bien mes mots. Parce qu'ils ont fait exprès. Premièrement, je ne comprends pas pourquoi on va défendre un problème. Je ne comprends pas. Et il faut qu'on m'explique peut-être. L'empressement de Clotaire Oligui Nguema à aller ouvrir le dossier de Lune Banni alors qu'il vient à peine de prendre le pouvoir. Il y a tellement de problèmes dans ce pays. Il y a tellement de choses à faire que lui, sa première chose a été d'aller ouvrir, de s'empresser à aller ouvrir le dossier de Lune Banni. Qu'est-ce qui se cachait là derrière? Il faut qu'on m'explique. Remontons l'affaire. Il vient à peine de prendre le pouvoir. Il s'est empressé alors qu'il sait qu'il ne maîtrise pas le dossier, à aller ouvrir le dossier de Lune Banni. Pourquoi cette précipitation? Alors qu'au pays, on a des problèmes, on en a à l'appel. Pourquoi laisser les vrais problèmes du pays et aller ouvrir le dossier de Lune Banni? Ça, il faut qu'on m'explique. Deuxièmement, comme par hasard,
On va défendre un dossier aussi épineux, excusez-moi, on va défendre un dossier aussi épineux avec la photocopie, d'un document qui est prétendument perdu. Mais c'est une absurdité. On va défendre un problème d'intégrité du territoire gabonais. C'est-à-dire, il a choisi lui-même certaines personnes, je ne vais pas les accuser, aller défendre le problème de l'île Mbani avec la photocopie d'un document qui est prétendument perdu. Ça, il faut qu'on m'explique. D'abord, la première chose, comme je vous ai dit, c'est l'empressement à aller ouvrir le dossier de l'île Mbani. Je n'ai pas compris pourquoi il y a tellement de problèmes dans le pays. Il y a par exemple les morts de la crise post-électorale de 2016 à aller regarder. Il y a tellement de choses à faire que monsieur s'est empressé à aller ouvrir le dossier de l'île Mbani. Je ne comprends pas pourquoi. Comme je l'ai écrit ici, on vous demande de statuer, on vous demande de statuer qu'un État peut s'appuyer sur la photocopie d'une photocopie d'un prétendu document, donc dont l'original est introuvable et dont il n'a pas été fait mention. Donc la photocopie d'un document dont l'original est introuvable et dont il n'a pas été fait mention et auquel la Cour ne s'est pas fiée depuis 3 décennies. Donc ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Il faut qu'on me l'explique. Il y a des intellectuels peut-être ici, il y a des intellectuels dans ce pays. Il faut qu'on m'explique comment on envoie des gens défendre un problème qui concerne l'intégrité territoriale du Gabon avec la photocopie dont l'original est prétendument perdu, dont la photocopie d'un document, d'un prétendu document dont l'original est perdu. Vous-même, vous êtes sérieux? Quand il s'agit des candidatures à la présidentielle, vous exigez pourtant les documents originaux. Comment vous allez vous concevoir qu'un État comme le Gabon est incapable de fournir des documents, comment dirais-je, originaux? Comment le comprendre? Un État comme le Gabon est incapable de fournir des documents originaux. Il faut qu'on m'explique. On va défendre un problème qui concerne l'intégrité territoriale du Gabon avec la photocopie d'un document, d'un document dont l'original est prétendument perdu. Là, je ne peux pas comprendre. Pour moi, il y a anguille sous roche. Et troisièmement, il faut qu'on m'explique. Clotaire Oligui Nguema organise des élections présidentielles parce qu'il connaissait la date du rendu de la Cour de justice internationale. Voilà un individu qui connaissait la date à laquelle la Cour de justice internationale devait rendre son rendu et s'est empressé à organiser une élection présidentielle bien avant que la décision ne tombe. Vous me direz c'est un hasard, mais il n'y a pas de hasard. Il savait. On parle de l'intégrité territoriale du Gabon. Donc quelqu'un sait que, parce que nous tous on s'est posé la question, normalement la transition s'est terminée en août, donc les élections c'était normalement pour juillet, août. Mais monsieur s'est empressé à organiser des élections en avril. Il a même donné la date du 13 avril. Et on sait désormais qu'il a organisé des élections avant que la Cour de justice internationale ne donne sa décision que lui semblait déjà connaître. Puisque s'il organise des élections avant, ça veut dire qu'il semblait déjà connaître la décision de la Cour de justice internationale. Ça veut dire qu'ils ont fait exprès. Cela signifie qu'ils ont fait exprès d'attribuer un pan de notre territoire à la Guinée équatoriale. C'est tout sauf un hasard d'organiser des élections présidentielles avant que la Cour internationale de justice donne sa décision. Troisièmement, la Cour de justice, monsieur votre prétendument Josué de Ngoni,
a juré sur la Constitution de protéger les Gabonais et le territoire gabonais. Il quitte le Gabon avant que la justice internationale ne se prononce. Il connaissait la date, nous tous on connaissait la date, mais monsieur a quitté le Gabon bien avant. Monsieur a quitté, ça fait deux choses, hein. Il organise les élections, il organise l'élection présidentielle avant que la Cour internationale de justice ne rende sa décision. Il ne s'arrête pas là. Il connaît la date à laquelle la Cour internationale de justice va rendre sa décision. Monsieur s'amuse à quitter le Gabon bien avant que la décision ne soit rendue. Et il a juré sur la Constitution, sauf erreur de ma part, il a juré sur la Constitution de protéger les Gabonais et le territoire gabonais. Notre territoire, comment on appelle ça? Nous sommes privés d'une partie de notre territoire. Monsieur est en vadrouille, comme s'il s'agissait d'un problème de tous les jours. C'est-à-dire, il s'agit de l'intégrité territoriale d'un pays. Monsieur est en vadrouille à travers le monde. En fait, il va visiter les jardins à Rome, il se balade à Paris, il va dans les réunions de familiales, alors que nous avons un problème qui concerne le territoire. Notre territoire a été grignoté. Nous avons perdu un pan de notre territoire. Mais ça ne semble pas toucher ce monsieur. Ça ne semble pas toucher ce monsieur, ça ne semble pas le toucher. Monsieur est en vadrouille. Pendant que nous, moi par exemple, je vis pour Gabon, mais depuis que la Cour internationale de justice a rendu sa décision, je suis très touché. Ça me fait très mal. C'est comme si j'avais perdu une partie de chez moi, c'est comme si j'avais perdu une partie de moi. Mais monsieur, lui, il est en vadrouille. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. C'est à se demander si ce monsieur connaît vraiment l'ordre des priorités. C'est vraiment à se demander si ce monsieur connaît l'ordre de priorité. On parle de... Non, mais il y a des pays où ce monsieur serait déjà en prison depuis longtemps. On parle de l'intégrité territoriale du Gabon. Monsieur est à l'étranger. Comme si il s'agissait de je ne sais quoi. C'est même pas lui. Les administrateurs de sa page nous pondent un communiqué comme quoi il va saisir le Sénat et la justice. Et il va saisir le Sénat et il va saisir le Parlement. Donc l'Assemblée et le Sénat. Bon, pourquoi ne les avoir pas saisis avant? Pourquoi? Même si tu les saisis, ça va changer quoi la décision? Et il y a des gens qui ont fait semblant de croire à ça. Il vient nous prendre un communiqué, il va saisir les parlementaires, donc l'Assemblée nationale ou le Sénat. Mais ils vont changer quoi? Pourquoi tu ne les as pas saisis avant quand tu es allé baser ce pan de notre territoire national? Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Vous voyez, je vous dis que ce monsieur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas en ce monsieur. Peut-être c'est moi qui ne comprends pas ou c'est mes neurones qui ne fonctionnent plus. Mais ce monsieur, je ne pense pas que sa tête soit dessous. Et je ne pense pas qu'il soit encore équilibré. Je ne pense pas qu'il soit encore équilibré. Je ne pense pas. Nous avons, et je vais vous faire écouter tout à l'heure un audio qui parlait de Pierre Mamboundou. Pierre Mamboundou alertait déjà sur certains de nos compatriotes qui voulaient vendre l'île Banié à la Guinée équatoriale. Et comme par hasard, de ces 3 compatriotes, un seul est décédé. Il en reste 2. Il en reste 2, qui sont aussi des proches d'Oligui. Ici, je vous ai parlé d'Oligui à plusieurs reprises. Je vous ai parlé de l'appétence de ce monsieur pour l'argent. Je vous ai dit que ce monsieur, il a 2 défauts. L'amour de l'argent et l'amour des femmes. Aujourd'hui, tout se vérifie. Il aime les femmes, c'est son problème. Mais l'amour de l'argent que ce monsieur-là a, vous n'avez pas idée. Aujourd'hui, vous vérifiez l'amour de cet argent pour cet homme pour l'argent. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Je ne serais pas surpris que dans l'exploitation de l'or, du pétrole ou du gaz découvert à l'île Banié, que ce monsieur-là soit actionnaire ou que son nom sorte. Je ne serais pas surpris. C'est juste ce que je connais déjà de lui. J'ai alerté mes compatriotes. Je vous ai dit attention à ce monsieur. Son cerveau ne fonctionne pas normalement. Vous voyez quelqu'un qui le matin il est à l'église, l'après-midi il est à la mosquée, le surlendemain, le matin il est à l'église, à midi il est à la mosquée,
Le soir, il est au temple, il est au temple de la loge, etc. Est-ce que vous pensez qu'il est normal? Est-ce que vous pensez, selon vous, qu'il est normal? Moi, j'ai un doute quand même. J'ai un doute parce que je ne pense pas que ce monsieur, son cerveau fonctionne normalement. C'est quelqu'un qui passe tout son temps, c'est de juger. J'ai même eu des images. Regardez les avions de votre Fly Gabon à peine achetés. J'ai l'image, sont déjà en réparation. Il a passé tout son temps à vous mentir. J'ai l'image, je vais vous la montrer. Il a passé tout son temps à vous mentir. Et vous, aujourd'hui, les gens sont allés danser au Ligimouanamboka, au Ligimouan. Ça me faisait rire. Je me disais, ici, j'ai même fait un live où j'ai dit, il faut capturer tout ce que ces gens-là font. Il faut capturer tout ce que ces supporters font. Parce que demain, lui n'aura pas, il ne fera pas comme Ali Bongo. Demain, tous ces gens vont dire qu'ils ne l'ont pas voté, que c'était une erreur, que c'était... Et ça commence. Et ça commence. Et ça commence. Vous commencez à démissionner. Je pense que Paul Biya-Oguemba, si je ne me trompe pas, je pense que Paul Biya-Oguemba, si je ne me trompe pas, c'est sa deuxième démission du PDG. Et les autres, je vois tous les PDGistes démissionner pour dire qu'ils suivent Oligui. Mais les pauvres, ils ne savent même pas ce qui va leur arriver. Ils ne savent même pas. Moi, j'ai pitié d'eux. Moi, j'ai pitié d'eux parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Des pères de famille qui sont en train qui font du vagabondage politique. Ils vont de parti en parti. Alors, on va revenir sur l'île Banié. Donc, je vais vous faire écouter ce que disait déjà à son temps Pierre Mamboundou, qui accusait trois éminentes personnalités du Gabon de vouloir vendre l'île Banié. Donc, je vais vous faire écouter la bande son et puis on va décortiquer juste après. On va décortiquer juste après. Affaire Banié. Pierre Mamboundou, le lanceur d'alerte oublié de 2007. En 2025, la Cour internationale de justice confirme le Gabon perd officiellement l'île Banié au profit de la Guinée équatoriale. Mais cette tragédie géopolitique aurait-elle pu être évitée? Retour en 2007. Pierre Mamboundou, opposant emblématique, accuse trois ministres, André Baobam, René Ndémézo-Obiang et Paul Tungui. Il parle de haute trahison, d'une tentative de vente déguisée orchestrée avec une émissaire française, Madame Berthenieux. Depuis les années 1970, l'archipel Banié incluant Konga et Gokoti est source de tensions. Pourtant, un traité de 1974 confirmait la souveraineté gabonaise. Pierre Mamboundou avait saisi la haute cour de justice, mais l'affaire fut étouffée. Aujourd'hui, les Gabonais s'interrogent. Y aura-t-il justice ou faudra-t-il encore une fois enterrer la vérité? Like, abonne-toi et partage. Donc, vous voyez, Affaire Banié. Pierre Mamboundou, le lanceur d'alerte oublié de 2007. En 2007, Pierre Mamboundou alerte déjà. En 2007, nous sommes en 2007. Pierre Mamboundou alerte déjà les Gabonais sur le fait que certains de nos compatriotes, et il les a cités nommément, à savoir Paul Tungui, André Baobam et René Ndémézo, s'apprêtaient à vendre l'île Banié à la Guinée équatoriale. Nous sommes en 2007. Donc, ça veut dire quoi, ce qu'il veut dire là? Pierre Mamboundou a alerté. Aujourd'hui, de tous les trois, un seul est mort. Il en reste deux.
J'ai fait un live ici où j'ai dit, si un pays veut attaquer le Gabon, c'est même pas la peine d'envoyer l'armée. Il suffit juste de venir corrompre les élites et vous gagnez la guerre. Je ne croyais pas si bien dire. Je le disais, c'était une boutade, je voulais rigoler, mais je ne croyais pas si bien dire. On se rend compte aujourd'hui que nous avons une élite totalement corrompue. Nous avons des gens corrompus. Et pire encore, vous avez mis à la tête du pays le plus grand corrompu de la terre. Celui qui aime plus l'argent. Et si on lui dit, Joe, il y a des milliards à gagner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'il a l'habitude de faire. Donc, ne vous étonnez pas, ça ne m'étonne pas. En 2007 déjà, Mambundu alertait sur certains de nos compatriotes qui voulaient vendre l'île Bani. Sous Ali, on a même accusé Ali d'être un étranger. Nous tous ici, on a dit qu'Ali n'était pas gabonais, il était nigérien, etc. Il n'a jamais vendu l'île Bani. Il a tenu mordicus. Il a tenu mordicus, l'île Bani est resté là, ça n'a pas bougé. Comme par hasard, c'est un de nos propres compatriotes qui arrive, qui va ouvrir le dossier de l'île Bani. Souvenez-vous, pendant l'élection présidentielle, Obiang Nguema avait surpris plus d'un. Il était sorti de sa réserve, un chef d'État en exercice, qui vient appeler une population d'un pays souverain à voter pour Clotaire Oligui Nguema. Vous vous souvenez? Et ce n'était pas gratuit. Est-ce que vous savez qu'en son temps, Feu Omar Bongo avait largement aidé Obiang Nguema à se maintenir au pouvoir? La Guinée équatoriale n'avait même pas encore l'argent qu'ils ont. Il arrivait que Feu Omar Bongo venait en aide à son homologue équato-guinéen, Obiang Nguema, Théodore Obiang Nguema. Mais Obiang Nguema n'a jamais appelé les Gabonais à voter pour Omar Bongo. Obiang Nguema n'a jamais dit qu'Omar Bongo était un meilleur président. Qu'est-ce qui explique que Oligui Nguema, à moins de 2 ans, soit devenu meilleur aux yeux d'Obiang Nguema que le défunt Omar Bongo, qui fut son ami, qui l'a même aidé à se maintenir au pouvoir et qui l'a même aidé financièrement? Allez-y comprendre. Personne n'est stupide ici. Personne n'est stupide. Je n'avais jamais vu ça. Omar Bongo, à son temps, il a soutenu matériellement, financièrement, le président Obiang Nguema à se maintenir. D'abord, à prendre le pouvoir et à se maintenir. Mais jamais Obiang Nguema a fait une sortie pour dire qu'Omar Bongo était meilleur président. C'est maintenant un jeune qui arrive, même pas 2 ans de pouvoir. Tu trouves en lui qu'il est meilleur que celui qui t'a aidé. Tu viens faire ses éloges alors qu'il n'a encore rien fait d'extraordinaire dans le pays. Et tu viens nous expliquer que c'est la meilleure solution. Mais c'est à partir de là que j'avais compris qu'on allait payer tout ça avec les îles Bani, Cocotier, et Konga. Quand j'ai vu tout ceci, que j'ai compris qu'on avait déjà perdu Cocotier, Konga et Mbani. Je vous ai dit, il y a des signes avant-coureurs. En toute chose, il y a des signes avant-coureurs qui annoncent déjà quelque chose. Et ces signes annonçaient déjà qu'on allait perdre. Moi, ça ne m'étonne pas, je savais. Et d'ailleurs, j'ai fait un live samedi dernier. Et dans le live, je vous ai bien dit de ne pas vous attendre à grand-chose. Je vous ai prévenu qu'il ne faut pas vous attendre à grand-chose. Ceux qui me suivent vont savoir. Je vous ai dit, et ceux qui me suivent vont comprendre, pardon. Je vous ai dit de ne pas vous attendre à grand-chose de la part de ce monsieur. Il ne fera rien de bon. Tout ce qu'il a fait, la première chose, c'est qu'il a vidé les caisses de l'État. Il est arrivé premièrement au pouvoir. Là, il a complètement vidé les caisses de l'État. Voilà quelqu'un qui arrive au pouvoir, qui ne nous fait même pas l'inventaire de ce qu'il a trouvé. On ne sait pas combien il a trouvé dans les caisses de l'État. On ne sait pas non plus ce qu'il en a fait, c'est l'opacité totale. On ne sait pas ce qu'il a fait de cet argent. On ne sait pas. C'est l'opacité totale.
Voilà un monsieur qui confond les caisses de l'État et ses poches personnelles. Il ne parle qu'à la première personne du singulier. Je. L'équipe gouvernementale, le gouvernement, c'est une équipe. Vous n'êtes pas seul, monsieur. Aujourd'hui, vous êtes en train de payer. Vous êtes en train de payer les errements de ce monsieur. Je vous ai dit ici, j'ai expliqué. Ici, Koligi Nguema était Mbongo. Certaines personnes sont venues me dire, mais non, mais tu racontes n'importe quoi, il a chassé les bongos, il a chassé. Dieu merci, la vérité n'a pas de tombe. Vous avez vu, vous avez tous lu comme moi. Moi je sais qu'il a Paris depuis lundi. Et je crois qu'il va regagner le Gabon d'ici le 31. Vous avez vu vous-même, réunion de famille avec Pascaline, Nouridine et tout ça. Ce n'est pas moi. Si je disais, on allait dire que je suis menteur. Mais vous-même, vous avez vu. Je n'y suis pour rien. Je crois que vous comprenez maintenant qui est ce monsieur. Je vous ai bien dit que c'est le petit-fils d'Omar Bongo. Leur truc était très simple. Ils ont su. Et ça, je veux le dire une bonne fois pour toutes. Ne me posez plus cette question. Ondossa prenait le pouvoir. Ils ont vu. Ce sont les extrémistes qui l'ont fait. Ils ont vu qu'Ondossa prenait le pouvoir. Ils se sont dit, le pouvoir va dans le Wellington. Et là, ils se sont dit, si Ondossa prend le pouvoir, il y aura des règlements de compte. Certains vont se retrouver en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est des choses qu'ils ont mûri pleinement. Ils sont venus arracher. Ils ont fait un coup d'État, non pas pour sauver le peuple gabonais, mais un coup d'État contre la volonté du peuple gabonais. Ils sont venus, ils ont fait ce pseudo-coup d'État pour prendre le pouvoir. Parce que quand vous venez pour soi-disant sauver un peuple, vous le sauvez, vous retournez dans les casernes. Mais vous ne faites pas tout ce qu'on voit là. Et c'est quelque chose qui a été réfléchi. Ils le savaient. Maintenant, ils ne pouvaient pas venir comme ça prendre le pouvoir parce que les Gabonais allaient le voir clair. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maquiller ça. Il fallait un scénario crédible. La première chose, c'est d'aller au trésor. C'est aller, puisque le trésor est dans la présidence, donc sortir l'argent des caisses du trésor. À son temps, la Young Team Akrombessi avait amené les caisses du trésor à la présidence de la République. Oligui n'a jamais ramené ces caisses-là, n'a jamais ramené les caisses au trésor. Donc les caisses sont toujours à la présidence. Donc prendre cet argent, aller faire croire que qu'ils ont trouvé l'argent chez Nouridine, chez Sylvia, chez Yann Ghislain Goulou, pour accréditer. Pour créditer la thèse selon laquelle, pour justifier leur coup d'État. Donc il fallait bien qu'ils remontent la population contre ces gens. C'est une technique de manipulation. C'est une technique de manipulation qui consistait à faire comprendre, à faire croire qu'ils sont venus vous sauver. Parce que ces gens avaient l'argent chez eux et ils sont venus vous sauver. La preuve, quand Nouridine a été interrogé, il a dit, on lui a demandé d'où sort cet argent. Il a dit, je ne sais pas. Et je crois même que Yann Ghislain Goulou était dépassé, il ne savait même pas. On lui a même posé la question, regardez la vidéo. Il était dubitatif, il ne savait même pas. En plus, ils avaient un problème. Il y avait des sociétés qui avaient, des fournisseurs qui avaient fait des prestations. Alors, ils devaient payer ces prestations, mais il manquait l'argent. Ils n'avaient même pas l'argent. Tout d'un coup, on est venu vous faire croire qu'on a retrouvé l'argent, alors que les gars, il y avait des prestataires qui n'avaient pas été payés. Et pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Maintenant, ces perfides trompeurs sont allés dans les caisses de l'État, ils ont pris des valises d'argent, qu'ils sont venus vous montrer qu'ils ont découvert ça dans leur maison. Pour accréditer la thèse du coup d'État. Moi, j'étais là, j'ai rigolé, parce que je savais que c'était du mensonge. Parce que je savais que le temps va vous ouvrir les yeux, vous allez comprendre que vous avez été manipulé.
Vous allez comprendre. Donc, on est allé prendre de l'argent dans les caisses de l'État qu'on est venu faire croire pour retourner l'opinion, qu'on est venu mettre devant des individus pour que, comme le Gabonais, lui, il réagit avec les émotions, et il s'est dit, ouais, c'est des voleurs, tout cet argent, comment? C'était une, laissez-moi vous dire, c'était une mise en scène. C'était pour accréditer la thèse du vrai faux coup d'État. Et ces gens-là n'ont jamais eu cet argent. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas d'argent. Ils avaient l'argent, mais en liquide, non. Ils n'avaient pas l'argent liquide. Soligui et tous les bongos qui ont monté cette affaire, c'est une véritable mascarade. Moi, j'ai rigolé. Les Gabonais étaient là, ouais, ils ont fait du bon boulot, ils ont trouvé, ils ont fait... J'ai dit, aujourd'hui, cet argent est où? Ils ont compté ça devant vous. Ils vous ont dit ce qu'il y avait à faire. Je me souviens même, on a dit que c'était 7 milliards. On a pris ça, on a acheté des bœufs malades qui sont en train de mourir à Ndende. Certains meurent de maladies, comment on appelle ça, des maladies comme quoi, je vais dire, les maladies souvent qui fait... Certains meurent de maladies naturelles et d'autres meurent par morsure de serpents et autres, tout ce que vous voyez. Ces vaches sont là, personne ne va les manger. On nous a dit, et ce qui est encore meilleur, la meilleure, parce que l'ex-premier ministre Dansima vient, il vous dit, mais non, ces vaches-là, on va faire du lait, on va faire de la viande, on va faire tout ça. J'étais là, je dis, madame, mais les gars là sont des mythos, quoi. On n'a même pas un abattoir. Non. Même ne serait-ce que ça, on n'a même pas un abattoir. Mais vous allez faire de la viande comment? Non, on va faire du lait, on va faire des yaourts. Et les Gabonais applaudissaient comme vous êtes tellement naïfs et vous croyez à tout ce qu'on vous dit. Mais moi, ce qui m'a d'abord fait tiquer, c'est que je me suis dit, mais attendez, on a des vaches juste à côté. On a des vaches au Cameroun qui coûtent 2-3 fois moins cher. Pourquoi aller acheter une centaine de bœufs? Enfin, vous avez même vu, on vous a dit non, il y avait d'abord une première vague. Il y a une seconde vague qui va arriver. La seconde vague est où depuis là? La seconde vague est où? Oh non, ça ce sont les premières vagues qui vont arriver, les premières vaches qui vont arriver, les autres vont suivre. La seconde vague est où? Suis. On vous a bien eu. Ils vous l'ont fait à l'envers. Et là, vous arrivez encore... Ils vous ont fait croire qu'ils ont pris que c'est quoi 1000 vaches. 1000 vaches ont coûté 7 milliards. Les vaches, les bœufs les plus chers au monde. Il y avait quoi 1000, hein, même pas 1500, 1000 pour 7 milliards. Donc 1000 vaches pour 7 milliards. Faites le calcul. On vous a dit non, la seconde vague va arriver et tout ça et tout. La seconde vague est où depuis là? Elle est où? On vous a eu comme ça là. Suis. Ils ont fini ça. Ils sont allés vous faire croire, ils sont allés vous expliquer qu'Oligui a donné 7 milliards à chaque province, soi-disant pour le développement. Et j'ai vu des gens se tuer. Ouais, où sont les milliards, les 7 milliards qu'il a laissés pour telle province? Je me suis dit, voilà encore des gens qui sont en train de se tromper.